Pour commencer, peut-être que tu pourrais t'essayer à une définition de qu'est-ce qu'être inclusif dans le domaine du jeu vidéo en particulier. Alors si on fait un peu d'histoire, en France, on va dire avant 2013, il n'existait rien dans le jeu vidéo pour les personnes en situation de handicap, si ce n'est des jeux qui étaient faits exprès pour eux. Donc ils n'étaient pas empêchés de jouer aux jeux vidéo, mais ils avaient des jeux définis pour eux. Ce que moi je considère un peu comme de la ségrégation, c'est chacun son côté. L'idée de l'inclusion, c'est vraiment de pouvoir jouer tous ensemble au même jeu. Ok, super. Les autres, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la thématique de l'inclusivité ? Je pense que j'ajouterais juste que je pense que par inclusivité, il y a aussi un aspect se reconnaître un minimum dans ce qu'on peut jouer ou dans les thématiques qui sont abordées ou dans les personnages qu'on va voir. Et je pense que le principe d'inclusivité, c'est d'essayer de représenter un maximum de diversité finalement et de situations différentes et de gens différents et d'univers différents. Ok. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure aussi en me présentant, c'est que chacun doit se sentir égal, ou en tout cas considéré par rapport à une situation, un média donné, et ne pas se sentir exclu par principe, enfin c'est bête, hein, inclusion, exclusion, ne pas se sentir exclu par défaut. Et il s'avère que le jeu vidéo est parfois dissuasif pour tout un tas de personnes, c'est-à-dire des personnes qui considèrent que c'est pas du tout pour eux, pour plein de raisons. Ça peut être pour la question de la thématique ou des thématiques abordées, ou bien de la façon dont on joue. Le fait d'avoir une manette avec plein de boutons, ça peut être ultra dissuasif. Et c'est pas pour rien que la Wii, avec sa manette télécommande, ait tout de suite été adoptée par le grand public, parce que la Wiimote, c'est une télécommande, ni plus ni moins, dans la façon dont c'est présenté. Ça rappelle la télécommande de la télé, et les gens peuvent se dire, ok, j'y vais, j'ai à peu près compris. Donc voilà, que chacun se sente concerné par le jeu vidéo, en l'occurrence. Ok. Et justement, je te redonne la parole parce qu'il me semble que dans une vidéo, tu avais parlé du fait que le jeu vidéo pouvait parfois donner l'impression qu'il était fait par des hommes blancs pour des hommes blancs. Et alors, je voulais savoir si tu pouvais revenir un petit peu sur ton propos. Oui, en fait, j'essaie de retrouver ce que je disais exactement. Alors en gros, ce que je disais, c'est que déjà le jeu vidéo est considéré comme un loisir masculin, déjà par principe. Et c'est bête, mais ça se voit dans les thématiques de jeu. C'est beaucoup des jeux militaires ou des jeux où on demande à sauver la princesse, ce genre de jeu-là. Et puis derrière, on va aussi sur des thématiques où les personnages sont en général des hommes blancs, barbus, qui ont une trentaine d'années, qui sont très énervés, qui veulent se venger. Donc c'est des thématiques qu'on retrouve très très largement parce que c'est des jeux à succès aussi. Et c'est bête, mais un peu comme disait Nathalie, c'est que autant moi je suis joueur depuis une trentaine d'années maintenant, donc j'ai vu le jeu vidéo progresser en partant des petits pixels jusqu'à des jeux un petit peu plus évolués. Donc quelque part j'ai fait un peu abstraction de tout le contexte qui pourrait être. Et puis je suis beaucoup plus alerte sur la variété de jeux qu'il y a. Donc je ne suis pas du tout inquiété par rapport à ça, mais les premiers jeux que l'on voit à la publicité, c'est vraiment des jeux qui sont considérés, qui sont déjà créés par en général des personnes qui ont un niveau d'études assez élevé. Qui dit niveau d'études assez élevé dit que il faut accéder à ces études-là, et quand on vient d'un milieu populaire, qu'on est issu justement de la diversité, on n'a pas forcément accès à ça. Donc on ne peut pas forcément travailler dans le jeu vidéo. Et je prends souvent mon exemple qui vient d'un milieu populaire. J'ai dû lutter moi-même pour déjà trouver les bonnes personnes, les bons moyens d'y arriver. On peut y arriver, mais c'est souvent un long combat pour les personnes qui ne sont pas appelées, en tout cas concernées dans les premières façons, le jeu vidéo est accessible. Ok. Et est-ce que justement vous avez des idées sur comment cela pourrait changer ? Est-ce que c'est la responsabilité des joueurs de prendre le pouvoir, entre guillemets, ou est-ce que ce serait plutôt aux développeurs d'essayer de changer un petit peu la donne ? Du coup, je pense que c'est de la responsabilité. Enfin, c'est pas de la responsabilité entre guillemets. Genre, c'est pas votre faute à vous si ça se passe comme ça. Mais en fait, c'est un peu, on appelle ça une prophétie autoréalisatrice. En tout cas, enfin moi, je vais parler de l'exemple que je connaisse plus, pour l'exemple du sexisme et notamment du fait qu'on peut pas avoir d'héroïne dans le jeu vidéo. En gros, il y a eu cette polémique avec le jeu de Dontnod, Remember Me, c'est exactement, où l'héroïne était donc une femme et où en fait ils ont galéré pour trouver des financements parce que les producteurs leur disaient non mais les joueurs ils veulent pas jouer une femme.
Et du coup, en fait, la profession autoréalisatrice, c'est quoi? C'est quand tu dis non, mais les joueurs, ils veulent pas jouer une femme. Du coup, on leur propose que des personnages masculins. Comme on leur propose que des héros masculins, et ben ils jouent que des héros masculins. Et du coup, comme ils jouent que des héros masculins, et ben ils sont habitués à ça, donc ils veulent continuer à jouer des héros masculins. Et donc, il n'y a pas de femmes dans les héroïnes. Et c'est un cercle comme ça, un peu vicieux, qu'il faut briser. Et donc, à ce niveau-là, ben c'est autant de la responsabilité entre guillemets des joueurs que des producteurs, parce que pour les producteurs, du coup, c'est prendre un risque, parce qu'ils sont en mode bah oui, mais on risque de perdre de l'argent, ça risque de pas marcher et tout ça. Et pour les joueurs, c'est casser un petit peu ses habitudes en mode bon je vais jouer une héroïne et je verrai bien si ça me plaît. Le problème, c'est que comme tu disais, qu'est-ce qu'on peut faire pour casser ça? Le problème, c'est que je pense que si tu veux raconter l'histoire d'une femme ou d'un homme, je sais pas, d'un homme noir ou d'une personne handicapée, si tu demandes à des hommes blancs qui n'ont jamais vécu la moindre difficulté que peuvent rencontrer ces personnes d'écrire leur histoire, il y a des chances pour qu'elles sonnent faux. Et du coup, ce qu'on doit vraiment faire pour permettre plus de variété au final, c'est engager des personnes qui viennent de différents environnements, qui savent, qui ont de l'expérience, qui comprennent d'où ça vient, pour écrire des histoires plus réalistes, pour faire des personnages plus réalistes, pour exprimer des situations auxquelles on n'aurait pas spécialement pensé, en fait, qui peuvent leur arriver tous les jours. Une personne valide rencontrera jamais les mêmes soucis qu'une personne handicapée, et du coup, qu'est-ce que ça change? Et travailler là-dessus pour de vrai. Et voilà, je pense que c'est vraiment un grand cercle vicieux qui, malheureusement, si on veut le briser, il faut engager des différentes personnes, il faut plus de variété dès le début, dès en bas de l'échelle. Et comme tu l'as très bien expliqué, c'est très difficile parce que voilà, il y a les jeux vidéo, effectivement, moi j'ai fait 5 ans d'études pour y parvenir, c'était une école privée, ça a été payé par ma famille et parce qu'on a tous travaillé, enfin j'ai un peu travaillé à côté aussi. Si j'avais pas eu ma famille, j'aurais jamais pu travailler dans le jeu vidéo. Et du coup, ça, c'est pas quelque chose qui est disponible pour tout le monde. C'est clairement pas quelque chose d'accessible partout. Et ça participe, en effet, à faire que y a un tri qui se fait dès l'entrée dans la création des jeux vidéo. Et pareil, tu vois, dans ma classe, on était 5 filles sur 30 élèves. Et c'est en train de changer. Il y a de plus en plus de filles dès les ateliers préparatoires, en tout cas dans la section un peu graphique des jeux vidéo. Mais le fait qu'on soit que 5 filles, ça fait que j'ai eu des professeurs qui m'ont fait des remarques sexistes, j'ai eu des camarades de classe qui m'ont fait des remarques sexistes. Et ça va, c'était largement supportable et j'ai un caractère assez vénère, donc ça passait. Mais si j'avais été très vite saoulée ou si ça avait été un petit peu plus pire, genre c'était 2 ou 3 qui m'ont fait des remarques sexistes, mais si ça avait été un petit peu plus pire, honnêtement, j'aurais peut-être pu abandonner mes études à cause de ça. Donc voilà, c'est vraiment un écrémage qui commence tout en bas de l'échelle dès la création des jeux vidéo même, qu'il faut arriver à lentement. Et puis pareil, dans mes professeurs, dans mon école de jeux vidéo, j'avais une prof féminine. Tout le reste, c'était des mecs. Et pareil, tu vois, genre, perso, il y a certains problèmes que je pouvais rencontrer pour le design de personnages de jeux vidéo, par exemple, féminins. Quand on nous donnait un exercice de chara-design en nous disant, voilà, vous devez créer un héros ou une héroïne, quand je voyais mes camarades masculins faire une héroïne en bikini avec des gros boobs, et quand tu leur dis, ouais, mais est-ce qu'il y a un sens à ce que tu viens de faire? Pourquoi t'as fait ça? Tu vois, qu'est-ce que tu veux dire avec ton personnage en bikini? Rien, c'est joli. Ok. Enfin voilà, malheureusement, c'est un énorme cercle vicieux qui est même dès l'enseignement, on a du mal à casser parce qu'il y a des habitudes qui sont encore ancrées. Heureusement, c'est en train de changer. Je dis quand même là, on peut croire que il y a des exemples pires, mais il y a aussi des meilleurs exemples. Donc je pense que c'est en train de changer, mais voilà, je pense pour moi, le meilleur moyen de briser un petit peu ce cercle, comme tu disais, de jeux vidéo faits par des hommes blancs pour des hommes blancs, c'est de tout simplement mettre autre chose que des hommes blancs déjà dès l'échelle dès la création, pour ensuite monter les échelons et faire en sorte que les gens qui jouent soient plus uniquement des hommes blancs et les gens qui achètent soient plus uniquement des hommes blancs, etc. etc. Moi, j'en parlais dans une vidéo que j'avais fait à ce sujet-là, justement. Le jeu vidéo, ça reste une industrie. L'objectif de cette industrie, c'est de générer un maximum de bénéfices et de revenus. Et du coup, tout ça est beaucoup piloté par le marketing. Et qu'est-ce qu'ils font dans le marketing qui fonctionne très bien? C'est qu'ils s'acharnent à genrer les produits, et non pas les produits culturels que sont le jeu vidéo, mais les produits vraiment. Et ça donne des choses qu'on retrouve justement dans les magasins de jeux vidéo. C'est que quand des parents veulent acheter des jeux pour leurs enfants, ils se retrouvent face à des choix exactement comme on a aussi dans les magasins de jouets, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des jeux pour garçons et des jeux pour filles. Et le problème quand on fait ça, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on considère être un jeu pour garçons, c'est en fait un jeu, c'est les bons jeux en fait. C'est les jeux d'aventure, c'est les jeux de combat, c'est les jeux de course, c'est les Zelda, c'est les jeux... Voilà. Et ce qu'on considère être un jeu pour filles, pour petites filles, ça va être des mauvais jeux. Ça va être des jeux qui vont donner une image complètement déformée de ce que c'est le monde du jeu vidéo.
Et tout ça, ça va mettre de côté toute une partie des joueuses dès l'enfance, parce qu'en fait, les seules portes d'entrée qu'elles vont avoir dans le monde du jeu vidéo, ça va être des jeux qui sont tout à fait mauvais, qui ne sont pas du tout représentatifs de ce que le jeu vidéo peut apporter comme amusement, comme enseignement, comme aventure. Et du coup, elles vont sortir de ce monde-là, et du coup, on va se retrouver face à un monde qui va peu à peu devenir de plus en plus masculin, et ça va donner plus tard des vocations qui vont être uniquement masculines, sur je veux faire du jeu vidéo, etc. Et je pense que c'est important dès l'enfance de donner l'accès tout simplement à des bons jeux, et de faire attention quand on propose des jeux à ses enfants, ou qu'on donne l'accès à des jeux à ses enfants, à ne pas prendre en compte ce que le marketing essaye de nous vendre, c'est-à-dire juste se focaliser sur est-ce que ce sont des bons jeux et est-ce que ça va leur apporter quelque chose de bien, de l'ordre de l'imaginaire, de l'aventure, et pas leur acheter le dernier Léa Passion vétérinaire, ou je fais la mode, ou je ne sais quoi. Parce que c'est ça que l'industrie essaye de vous vendre, en fait. C'est plus facile pour un vendeur de poser la question à un client, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon, que de lui demander ses goûts, en fait. C'est ça toute la problématique. Et dans le cas des joueurs handicapés, la problématique, elle vient évidemment des deux milieux. Il y a d'abord une grande méconnaissance de l'industrie des jeux vidéo. Ils ne savent pas forcément, on rencontre plein de développeurs qui découvrent qu'un joueur peut être en situation de handicap. Il n'y a pas forcément de mauvaise volonté derrière, il y a juste de l'ignorance. Donc il y a aussi beaucoup de sensibilisation à faire. On a aujourd'hui de plus en plus d'événements dans lesquels on participe pour faire connaître. Il y a de plus en plus de streamers ou youtubeurs aussi en situation de handicap qui montrent un petit peu leur savoir-faire dans le jeu vidéo, et ils n'ont rien à envier à un joueur valide. Il y a un troisième acteur qui peut aussi jouer, c'est les pouvoirs publics. Parce que on l'a vu aux États-Unis quand Obama a fait voter la loi CVA1, ça a eu une importance énorme sur l'industrie pour prendre en compte l'accessibilité et les joueurs empêchés dans leur façon de construire un jeu vidéo. Et en France, on a aussi des députés qui commencent un peu à s'intéresser à l'industrie du jeu vidéo. Ils n'y connaissent rien, donc les députés qu'on a aujourd'hui, c'est les plus jeunes, sont les premiers à avoir été dans la génération. Et donc petit à petit aussi, il y a des orientations générales qui vont aller dans ce sens-là. Ok, super. Oui. En fait, alors toujours pour aller dans votre sens à tous, je pense qu'il y a également le marketing et les facilités de pensée, de communication qu'on a tous, à se dire qu'on veut des images pour les publicités. On arrive à la période de Noël, il faut des images spectaculaires pour présenter du jeu vidéo. Qui dit images spectaculaires dit des gens contre trucident, des cabrioles dans tous les sens, etc. Et tout ça alimente ce côté jeu d'action égale performance d'un gros baraque qui fait son truc, ou qui est là pour comment dire, toucher un public qui est très fan de cinéma déjà. On parle Avengers, on parle super-héros, etc. Et c'est vrai que c'est souvent des icônes masculins très forts qu'on met en avant. Et pour moi, il faut désapprendre tout ça, en fait. C'est de se dire comment on peut faire du marketing différemment, comment on peut faire de la communication différemment autour du jeu vidéo, et de parler de toute cette variété qu'il y a. Souvent, on parle de jeux qu'on aimerait, enfin qu'on adore. On parle de Shadow of the Colossus, on parle de jeux qui ont en tout cas des vocations beaucoup plus universelles que de se dire c'est un héros qui a son épée, ou qui a son gros gun face à lui. On parle de Undertale, on parle de tous ces jeux, ils sont indépendants, ou de Céleste par exemple. Céleste, c'est un jeu dont on a parlé énormément l'an dernier, dont l'héroïne est une jeune femme qui a une histoire super intéressante et qui parle vraiment de sujets très très profonds. Voilà, c'est des jeux qui n'ont pas forcément beaucoup de force de communication. C'est aussi à nous, en tant que créateurs ou de joueurs, de pousser ces jeux-là
Et plutôt que de prendre les 3 dernières images de GTA, je ne sais pas combien, pour dire regardez les 3 dernières images, peut-être de pousser un petit peu plus tous ces jeux-là qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin de montrer qu'ils sont aussi des jeux tout à fait ludiques pour tout le monde et qui ont des valeurs beaucoup plus universelles qu'encore une fois aller écraser des gens ou renverser des gens dans GTA Online. Non pas que ce soit pas fun du tout, mais c'est encore une fois des jeux qui n'ont pas besoin de communication, encore plus que c'est des sous qu'ils mettent déjà en marketing. Et pour la représentation, je rejoins ce que vous disiez pour la représentation de la femme ou de personnes noires dans un jeu. C'est pareil aussi pour les joueurs en situation de handicap. Vous n'avez pas forcément de héros en situation de handicap dans un jeu, ou alors c'est un cyborg, un demi-dieu, ou c'est pas forcément une image très standard, et où une personne qui est en situation de handicap peut aller s'identifier et jouer de cette manière. Ça a aussi un impact. Ouais, souvent c'est des personnages secondaires. C'est vrai que je parlais de GTA. Il y a un personnage en situation de handicap dans GTA qui est très très important, qui fait avancer pas mal le scénario, qui donne des missions aux différents protagonistes. On le voit pas dans les bandes annonces. Il y a du jeu de plateforme, là tout d'un coup me vient en tête Sly Raccoon, qui est un jeu de plateforme très très sympa, où il y a un des 3 personnages principaux, qui a une tortue qui est en chaise roulante. On n'en entend pas parler et on peut pas la jouer. Enfin si, je crois qu'il y a certains jeux on peut la jouer effectivement, mais ouais, effectivement. Et donc ça, c'est pas mis en avant du tout. On voit Sly. Donc Sly, c'est le personnage principal qui est un peu un Arsène Lupin façon raton laveur, très classe et tout ça, mais on voit pas la tortue qui malheureusement est mise au second. Ouais, en vrai, c'est un personnage secondaire, mais en vrai, c'est ça qui est terrible. On le voit presque pas, et c'est une des meilleures représentations de personnages handicapés qu'on peut avoir, parce que là, au moins, il y en a un. Dans ce jeu-là, il y en avait au moins. Quand on me demande un personnage handicapé dans un jeu vidéo, Sly Raccoon en général, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est. Enfin, au début, la tortue est valide. Elle a un accident, elle finit en fauteuil roulant. On peut la jouer dans le dernier jeu, je crois, pour 1 ou 2 missions, mais c'est pas le personnage principal, quoi. Donc c'est vraiment juste. Ils ont fait l'effort d'en mettre un là, mais c'était pour c'était juste un personnage secondaire. Et je suis désolée. Est-ce que tu avais fini ou Oui, ouais, globalement. Parce que oui, du coup, pour enchaîner aussi sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour corriger ce problème, il y a un autre truc, tu parlais de Céleste ou d'Undertale tout à l'heure. En fait, un autre truc qui corrige aussi très bien notre manque d'inclusivité en fait, dans les jeux vidéo, c'est tout simplement les studios indépendants. Les studios indépendants qui donc sont moins basés sur des gens qui doivent avoir absolument un gros CV avec beaucoup d'études, ou qui sont moins... parce que travailler dans une grosse entreprise avec des centaines d'employés, c'est aussi pas bon pour tout le monde. Genre tout le monde peut pas le faire. Justement, encore plus les femmes ou les hommes noirs ou les personnes en situation de handicap, parce que dans les grosses boîtes, en général, l'ambiance elle est quand même assez... ça dépend, heureusement, pas partout, mais voilà, il y a plus de chances dans une grosse boîte d'avoir une ambiance assez oppressante pour pas mal de personnes. Et du coup, voilà, les studios indépendants, c'est une autre alternative, parce que du coup, ça va faire des jeux beaucoup plus petits, beaucoup plus humbles, mais aussi beaucoup plus personnels, et avec des histoires et des personnages beaucoup plus originaux. Et il y a beaucoup plus de diversité en fait qui va venir des jeux indépendants déjà comme ça, grâce au fait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui peuvent s'y mettre. Moi, je voulais revenir aussi sur le fait que on est à une époque où il y a beaucoup de choses qui se jouent, et je dirais pas que c'est un cercle vertueux, mais quasiment aujourd'hui l'industrie a des cartes à jouer qui vont dans le bon sens, et pour les 2 parties entre guillemets, c'est-à-dire que ils peuvent prendre le parti de proposer des personnages forts qui soient hors des standards, s'en servir pour faire le buzz, pour faire un coup de pub, pour faire parler d'eux, et en même temps, au passage, proposer une représentation un peu nouvelle, un peu différente de ce dont on a l'habitude de voir. Je pense à certains jeux qui sont sortis récemment, qui ont défrayé la chronique et qui ont été des succès, Horizon par exemple, ou voilà ce genre de jeux, qui ont à la fois servi l'industrie parce qu'ils ont prouvé qu'avec une nouvelle licence et un personnage féminin, on pouvait être un succès commercial énorme, et qu'en plus, ils proposent une représentation complètement nouvelle, qui est encore différente de celle que proposait Lara Croft, par exemple, et tout ça dans en plus un excellent jeu, quoi. Ben justement, pour parler de ces jeux qui sortent un petit peu de ce schéma dont on vient de parler, il y a le jeu, il y en a 2 auxquels je pense, il y a Mount and Blade, si je le prononce bien, qui justement propose de mettre en place... Quel jeu, pardon, excuse-moi, j'ai Mount and Blade.
Yes, Mountain Blade. Very good English. Voilà, donc il propose de mettre en place un mode sexisme, donc qui est un peu plus complexe pour le joueur, ce qui fait que quand on interprète... Oui. Bah, excuse-moi, mais là-dessus, j'ai une question. Est-ce que c'est inclus dans le jeu d'origine ou c'est pas un mode plutôt? Je n'ai pas la réponse à cette Très question. Bien. Alors, si mes souvenirs sont corrects, c'est dans le jeu d'origine. Ok, donc d'accord, j'ai rien dit alors. Donc voilà, donc qui propose de mettre en place ce mode qui donne du coup des complexités aux joueurs, notamment quand on interprète un personnage féminin. Et justement, donc est-ce que vous pensez que proposer ce genre de mode, est-ce que ça peut être un bon vecteur de critique de la société, ou est-ce que selon vous, c'est pas utile? Et bienvenue d'ailleurs à notre nouvel invité qui est également de l'association Cap Game. Voilà, merci. Pour répondre donc concernant Mountain Blade, alors j'avais appris ça tout récemment, je ne savais pas que effectivement il y avait ce mode-là. Alors c'est intéressant, je pense qu'il ne faut pas que ça, c'est-à-dire j'avais entendu parler aussi, enfin il y avait le cas de South Park aussi où quand on jouait un personnage noir, c'était l'équivalent du mode difficile. Ouais, c'est ça, en gros tu avais un slider de difficulté et quand tu allais sur très difficile, ton personnage devenait noir. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un côté militant, de montrer avec l'humour que la vie c'est pas si facile. J'avais entendu aussi parler de... Donc c'est... alors ça a été confirmé, mais c'est pas officiel. Donc dans GTA, c'est ce qu'ils voulaient inclure aussi avec le personnage noir du trio principal de GTA V. Comme quoi, à la base, ça devait être plus difficile avec lui. Ils l'ont retiré au dernier moment. Je trouve que c'est intéressant, mais il faut l'assumer jusqu'au bout. Mountain Blade est un jeu indépendant qui a fait parler de lui parce que c'est un jeu médiéval qui fonctionne super bien, très systémique et pour lequel c'est assez crédible, je dirais pas réaliste, mais crédible. Quand bien même, ça reste un jeu qui se vend à quelques millions d'exemplaires en restant sans communication auprès du grand public. Donc il y a peu de sensibilisation en fait, puisque monsieur et madame tout le monde n'a pas vu sur ça. Moi, encore une fois, j'ai découvert la semaine dernière qu'il y avait ce mode-là. Et pourtant, j'arrête pas d'aller sur tous les sites de jeux vidéo. Donc si on ne joue pas à Mountain Blade... honnêtement, j'y ai beaucoup joué, j'adore ce jeu, c'est une de mes licences préférées et très sincèrement j'avais un gros doute sur le fait que la question, vous allez jouer une femme, parce que je m'en souviens de cette question, vous allez jouer une femme, le monde risque d'être plus dur si vous êtes perçu comme une femme, est-ce que vous voulez activer le sexisme, oui ou non? Cette phrase, je me souviens l'avoir vue en anglais et du coup j'étais même pas sûre qu'elle était vraiment dans le jeu de base et je croyais me souvenir que c'était un mode qui te permettait d'activer ça ou pas et voilà, même moi j'en étais même pas sûre, c'est pour te dire. Oui, et puis après, qu'est-ce qu'il y a une difficulté? C'est quoi? C'est les personnages veulent te harceler? En gros, c'est pas loin. En gros, quand tu joues une femme et que tu actives le sexisme, quand tu vas voir d'autres nobles qui sont des chevaliers, en gros, Mountain Blade, on joue un chevalier, on doit recruter des gens dans son armée pour partir à la guerre, pour suivre un roi ou devenir un roi. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire qui sont très chouettes. Quand tu joues une femme et que tu actives le sexisme, quand tu vas voir les nobles et que tu leur fais bonjour, j'aimerais, je sais pas moi, j'aimerais inclure votre armée. Oh bah dis donc, vous êtes une femme, mais c'est pas du tout, ça va pas être possible et tout. Ou par exemple, bonjour, j'aimerais t'épouser pour qu'on puisse créer une alliance, machin. Quoi? Oh non, je suis désolée, moi la femme, je la veux dans la cuisine, hein, je la veux pas sur un cheval à côté de moi. Enfin voilà, les personnages en fait qui vont refuser tes propositions de partenariat ou de guerre ou tout plus facilement. Et les personnages aussi qui vont carrément t'insulter des fois en mode oh quoi, une femme s'est inscrite au tournoi? Oh là là, bah ça va, on a gagné les gars. Voilà, c'est que des trucs comme ça, en gros. Ouais. C'est ok, bon, c'est super d'illustrer en plus ça et c'est. Je trouve que parfois ça peut être aussi frustrant, c'est-à-dire que, imaginons, moi je peux totalement comprendre qu'une femme veuille jouer une femme dans ce genre de jeu et trouverait ça totalement abusé d'avoir que ce soit plus difficile du coup pour elle. Voilà, pourquoi est-ce que je te garantis, oui, c'est la réaction que j'avais. Voilà. Ouais. Donc, parce que je me dis, en fait, personnellement, quand je joue aux jeux vidéo, c'est parce que je veux m'évader dans un autre monde. Et perso, si je veux m'évader dans un autre monde, c'est pas pour qu'on me remette les mêmes blagues ou les mêmes remarques de merde que j'ai déjà dans la vraie vie dans mon jeu. Et c'est pour ça que l'option voulez-vous activer le sexisme, quand j'ai vu le nom, j'étais en mode oh, trop bien. Parce que au bout d'un moment, je sais que, en gros, il y a ce fantasme de oui, mais c'est plus réaliste. Mais en fait, ce réalisme-là,
je pense que c'est que quand on n'est pas concerné qu'on va absolument le voir en mode ah ouais je joue une femme, oh là là c'est dur, ah ouais je me prends tout ça et tout, mais parce que nous en tant que femmes on est au courant en fait que le monde est sexiste, genre on n'apprend rien en voyant des personnages qui nous disent oh bah non vous êtes une femme je vous préfère dans la cuisine, on n'apprend rien de nouveau, c'est un truc qu'on vit tous les jours presque, et du coup ce genre d'option pour moi, le fait de mettre du sexisme dans un jeu, bah des fois c'est plus pour un petit peu faire un fantasme masculin pour les joueurs qui se disent oh je vais pouvoir jouer une femme, je veux être dans les mêmes conditions qu'une femme et tout, je veux me faire maltraiter, je veux voir, enfin il y a un aspect un petit peu voyeurisme des fois un peu sale. Il y a un jeu qui me fait penser à ça qui s'appelle Kingdom Come Deliverance, qui a été fait par qui est indé aussi, qui est aussi indépendant, et malheureusement la vision du directeur était très... Bref. Et en gros, il y a une scène dès le début du jeu où il y a un personnage féminin qui manque de se faire violer. Bien évidemment, nous, on incarne un personnage masculin qui est le héros, on la sauve, on l'empêche de se faire violer. Et j'ai appris récemment qu'ils avaient fait une espèce de DLC où on pouvait jouer ce personnage féminin. Et je me suis dit, c'est encore le seul personnage féminin du jeu. On va commencer par raconter, oh là là, regardez, c'est un personnage torturé parce qu'elle a échappé de justesse à un viol et tout. Et voilà, il y a une espèce de... c'est réaliste parce que les femmes subissent des violences sexuelles. Et c'est un peu un petit peu un air de pervers voyeurisme. Il y avait la même chose dans Red Dead Redemption, oui. Où Sadie Adler, donc un des personnages féminins, peut-être un des seuls du jeu, il y en a dans les personnages qu'on rencontre dans le jeu, mais comme par hasard, la première fois où on la voit, c'est elle a failli se faire violer, puis on bute ses assaillants, et du coup, à terme, elle nous rejoint, et puis elle est hyper... perturbée parce qu'elle a perdu son mari, elle est en vengeance absolue tout le temps, et c'est un peu la bourrine de la bande, quoi. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce que parfois il y a des messages, on sent que il y a un peu ce côté femme forte qu'on veut montrer, mais encore une fois on montre un peu comme Tomb Raider aussi, le côté là où elle commence à s'accomplir dans les dernières versions de Tomb Raider, même si globalement elles sont acclamées parce que le jeu est quand même beaucoup plus terre à terre et crédible que Lara Croft avec des gros seins, etc. Mais les premières scènes du jeu, pendant les 2 premières heures, il y a le premier assaillant humain est un homme qui veut nous harceler, violer, voilà. Donc il y a toujours ce truc-là qui est un peu parfois emmerdant en fait, de se dire il pourrait y avoir une héroïne qui a une histoire qui est diamétralement comparable à celle d'un homme et pas forcément avoir un déclic qui est né d'un truc ultra violent qui renvoie les joueurs et les joueuses vers toutes les bassesses du monde et surtout ce côté harcèlement sexuel et viol, quoi. C'est ça, parce qu'en plus, cet aspect-là, ouais, comme j'arrête pas de le dire, mais cet aspect de vouloir absolument représenter du sexisme, en fait, c'est pas fait pour les personnes qui subissent le sexisme, c'est fait pour les autres, c'est pour leur montrer, en fait, ouais, regardez ce qu'elles vivent et tout. Mais du coup, en vrai, c'est quelque chose qui peut vraiment repousser. Personnellement, Mountain Blade, s'il n'y avait pas eu l'option voulez-vous enlever le sexisme, à force, je me serais dit, je vais jouer un mec, sauf que moi, ouais, j'aime vraiment beaucoup jouer un personnage féminin, justement parce que ça me permet de relâcher la pression beaucoup plus facilement, d'avoir un personnage qui me ressemble, parce que j'ai joué des personnages masculins toute ma vie, parce que j'ai joué aux jeux vidéo depuis que je suis toute petite et j'ai toujours joué des personnages masculins. Et c'est pour ça que j'en ai un peu marre, j'aimerais bien jouer des personnages qui me ressemblent. Et le problème, c'est que voilà, si je veux jouer un personnage qui me ressemble, soit il faut que je me paye du sexisme, soit elle est à moitié à poil. C'est un autre problème aussi bien énervant. Si je veux jouer un personnage féminin qui me ressemble, je suis obligée de jouer une bimbo ou une vitrine de sex appeal pour jeunes adolescents en fleurs. Et malheureusement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse non plus. J'ai envie de jouer un personnage féminin pour moi, pour m'amuser, pour le plaisir, pour tout ce que vous voulez, genre pour me représenter dans un personnage qui va être fort. Et le jeu auquel je joue beaucoup en ce moment, que j'aime beaucoup, mais malheureusement c'est son plus gros défaut, ça s'appelle Monster Hunter World. Et dans Monster Hunter, quand on joue un personnage masculin, toutes les armures, en gros Monster Hunter, on combat des très gros monstres, des gros dragons, des gros dinosaures. Et une fois qu'on les a tués, on peut utiliser leur peau, leurs griffes et tout ça pour se faire une armure et une arme. Et quand on joue un garçon, toutes les armures pratiquement, c'est des gros machins, des grosses épaulettes, des gros trucs, des bons torses, des pantalons et tout ça. Presque toutes les armures sont comme ça, c'est très très classe, les designs sont très beaux. Quand on joue une femme, et c'est accablant, 70%, si c'est pas 80% des armures féminines dans Monster Hunter World, c'est des mini-shorts, des culottes ou des mini-jupes. Pour une guerrière qui part combattre des dragons qui font 5 fois sa taille, qui ont des griffes qui font pratiquement sa taille à elle toute seule, qui ont des dents qui crachent de l'électricité, qui crachent du feu, et la meuf, elle part en mini-jupe et en soutien-gorge. Et c'est pareil, c'est un truc qui
qui est ultra énervant parce que c'est quelque chose qui sort du jeu, parce qu'on se dit bah oui, mais elle vient de se prendre un lance-flamme dans la tête, elle est en bikini, mais c'est bon, elle a pas une seule égratignure, elle part à la chasse comme ça et tout. Et voilà, en fait, on casse, enfin les réalisateurs, enfin les graphistes, mais tout en fait, les développeurs de jeux vidéo cassent l'aspect crédible et vraisemblable du jeu, qui est quand même assez important pour qu'on s'y investisse. Ils le cassent volontairement, uniquement pour les personnages féminins, pour plaire aux personnages masculins. En mode, on s'en fiche, si les femmes elles sont pas contentes de jouer une meuf en bikini, elles ont qu'à jouer un mec. Et c'est super triste parce que on retourne encore une fois sur la même boucle, genre c'est vraiment fait pour les hommes, par des hommes. Moi, je sais pas vraiment comment me positionner. J'ai l'impression d'être toujours sur un fil sur ces sujets-là. Je voudrais revenir sur l'histoire de la difficulté, plus de difficulté quand on est une femme ou quand on joue un personnage noir. Je sais vraiment pas quoi penser par rapport à ça. En fait, il y a des moments où j'aimerais que ce soit pas un sujet, en fait, que ce soit juste là, mais que on n'en parle pas. Et je sais pas si je me demande si c'est la meilleure manière de donner de la diversité, en fait, d'en faire un non-sujet. Et puis il y a des moments où je me dis mais non, il faut que ce soit le sujet, il faut militer là-dessus, il faut dénoncer des choses, il faut. Et j'ai l'impression qu'on est toujours un peu, quand on veut de la diversité et de l'inclusivité, dans ce paradoxe entre oui mais là ils prennent des positions mais c'est pas assez ou c'est trop ou voilà, et du coup on a l'impression que c'est mal fait. Et parfois, on voudrait juste que ce soit pas un sujet. Je voudrais que mon personnage, il soit, que ce soit juste un personnage et que est-ce qu'il est handicapé, est-ce que c'est une femme, est-ce que ce soit pas la question, quoi. C'est ce que vous racontez là sur la vision de la femme. Moi, je suis pas spécialement joueur de jeux vidéo, mais c'est la difficulté des représentations qui sont caricaturales, que ça soit chez la femme, que ça soit chez l'homme, ou quand on représente un joueur, une personne en situation de handicap dans un jeu, c'est toujours hyper caricatural. Moi, en tant que mec, je me retrouve pas forcément avec une super armure, hyper badass, machin. C'est pas du tout mon truc. C'est que de la caricature, et c'est bien effectivement d'avoir de la normalité dans tous les cas. En fait, plus que la caricature, j'aurais tendance à dire les jeux vidéo usent avant tout de stéréotypes. Ensuite, la caricature vient derrière, justement, parfois pour appuyer ce côté stéréotypé qui est que Ken et Ryu ont toujours la même tronche, ils sont hyper balèzes, et on voit que c'est le guerrier japonais avec son bandeau, que Dalsim, l'Indien, c'est celui qui va faire des mouvements de tête comme ça, qui va cracher du feu, etc. Ça allait dans les années 90 parce qu'on était dans des pixels, encore une fois, des personnages en 2D où c'était acceptable, on va dire. Aujourd'hui, on est effectivement dans des mondes beaucoup plus réalistes, ou en tout cas les jeux vidéo essayent de passer ce seuil de purement aspect graphique, dessiné, à quelque chose de beaucoup plus crédible par rapport à la réalité que l'on vit. Donc on peut se permettre de sortir de tout ça, et il y a des jeux qui le font. Ceci dit, pour moi la question de Monster Hunter, c'est que justement pour le personnage féminin, qu'on puisse avoir l'équivalent des armures masculines. Que l'équivalent soit vraiment à peu près la même prestance, le même gros plastron, etc. Et lié à ce monde qui est violent, qui est avec des ennemis avec des grosses griffes, que ce soit réaliste et que ce soit pas... Et ça rejoint ce côté des jeux créés par des gars. Bon un gars, si on est un peu, j'ai 20, 25 ans, 30 ans, j'ai envie de créer des jeux, j'ai envie de me faire mon petit personnage fantasme. Je vais directement sur ce genre de truc-là. Mais maintenant, le tout, c'est de désapprendre et de montrer qu'il y a d'autres choses. Et c'est de donner la visibilité à ces jeux où les héros sont un petit peu plus proportionnés normalement. En plus, normalement, tout est relatif. C'est quoi la normalité derrière? C'est qui nous ressemblerait, quoi. Et qui nous ressemblerait aussi dans notre diversité. C'est-à-dire des personnages qui ne soient pas forcément tout le temps filiformes. Le héros, il peut être un peu costaud, et costaud dans le sens, il mange bien, il a une bonne vie, il est en tout cas heureux comme ça. On n'a pas besoin de le juger parce que justement, il peut, en tant que personnage qui a un peu de ventre, il peut faire moins de choses que celui qui est en forme. Pourquoi pas faire la même chose? En vrai, une personne qui est costaud, elle a aussi de la force, elle peut courir, elle peut sauter, elle peut faire tout ça. Et le jeu vidéo, comme on est quelque chose justement de fantasmé par principe,
principe, on peut se permettre de casser les règles de la vie quotidienne aussi, quoi. Donc voilà, moi je connais, quand j'étais gamin, il y avait un personnage de jeu vidéo qui s'appelait Chuck Rock. Sans doute que ceux qui, toi tu dois connaître en tant que rétro-gameuse. Voilà, c'est un personnage qui a un gros ventre. Voilà, c'est une sorte d'homme préhistorique. Il donne des coups de bide. Voilà. Bah, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ne sortirait pas un jeu comme ça. Et je trouve ça super intéressant parce que les gens s'y retrouveraient aussi. Et puis le papa face à son enfant, il pourrait s'amuser à faire voilà, des gestes de ventre et tout. Et c'est rigolo. C'est des choses qui sont en tout cas, pour moi, vont vers la diversité aussi. Le personnage avec son bide, c'est une arme, c'est rigolo. Voilà. Et d'aller vers justement de la diversité en essayant de varier la possibilité d'interagir avec les autres personnages dans tel ou tel jeu. Juste pour rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, sur le fait que tu savais pas au final si le sexisme ou quoi, si on devait en parler, si ça devait être un sujet. Alors je suis pas sûre d'avoir bien compris ce que tu voulais dire, mais si tu dois mettre du sexisme dans un jeu vidéo et que t'en parles pas, est-ce que tu as vraiment besoin de mettre du sexisme? Tu vois, au final, c'est la question. Enfin, pour moi, en fait, cette idée de parler de sexisme ou de racisme ou d'un sujet comme ça dans les jeux vidéo, malheureusement, c'est un peu la problématique du soit t'es pour, soit t'es contre, mais c'est très très difficile de juste te dire en étant que t'es au milieu et que tu es loin de ça et tout, parce qu'on est forcément dans une société qui a ces problèmes-là. Nous, on a grandi avec une culture qui a dû gérer ces problèmes-là. C'est impossible, je pense, de faire un jeu en mode complètement apolitique qui est complètement sorti de ces problèmes-là, parce que même inconsciemment, c'est des trucs qui sont inscrits dans notre éducation. Du coup, ouais, c'est pareil. Moi aussi, hein, tu vois, genre Aloy, justement, dans Horizon Zero Dawn, je me souviens pas de sexisme qui aurait été abordé, de personnages qui la considèrent mal parce qu'elle est une femme ou quoi. Et pourtant, j'ai fini le jeu et j'ai fait pas mal de quêtes. Peut-être qu'il y a une quête où à un moment, un personnage lui parle mal parce qu'elle est une femme, mais je me souviens pas une seule seconde que c'est arrivé. Les problèmes que rencontrait Aloy, c'était par rapport à son histoire, c'était parce que c'était une exclue, c'est parce que machin, c'est parce que truc. Mais du coup, au final, pour moi, ça a été un jeu qui était absolument génial parce que l'histoire était passionnante sans se baser sur des problèmes un peu factices, parce que, en fait, c'est facile d'utiliser le sexisme. C'est un truc qu'on voit tous les jours. C'est très facile de dire, bah voilà, ce personnage-là, il est torturé parce qu'il a été violé, puis hop, voilà, c'est bon, emballé, c'est pesé. C'est vraiment un aspect facilité, en fait, d'écriture. Et avec Aloy, justement, ils ont évité ça. Ils sont allés en mode, bah non, Aloy, c'est pas juste une femme. Aloy, c'est avant tout un personnage qui a vécu telle chose et qui fait telle chose. Et c'est là-dessus, je pense que c'est là-dessus, tu vois, genre, justement, ils parlent. Mais en fait, ils parlent pas de sexisme, et en même temps, en faisant ce qu'ils ont fait avec Aloy, et ben ils en ont parlé du sexisme, parce qu'ils ont fait, regardez, on a une autre approche du jeu vidéo, et le fait de ne pas en mettre du tout, c'est aussi une position, en fait, de faire, bah voilà, nous, c'est une femme, et tout le monde s'en fout, parce que bah c'est bon, on n'est plus au Moyen-Âge, les femmes, on les considère normalement, tu vois. Bah, en fait, elle a été écrite comme un personnage avant d'être écrite comme une femme, et c'est le plus gros défaut. C'est exactement ce que je voulais dire, ouais, en fait. Voilà, c'est pas le fait que ce soit un non-sujet, c'est le fait que ce soit traité sans que ce soit artificiellement rajouté comme une excuse pour donner du contenu, donner de l'épaisseur. Non, mais c'est exactement ça. Ouais. Oui. D'ailleurs, il y a des questions qui sont particulièrement adressées à l'association Cap Game. Si vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet-là, ou d'abord, je merci beaucoup d'être présent avec nous. Donc là, je vous propose de parler un petit peu plus des questions d'accessibilité du jeu vidéo. Et donc, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous parler des objectifs de votre association et les démarches que vous avez? On peut faire moitié-moitié. Donc là, je suis avec Stéphane Laurent, qui est éducateur et référent nouvelles technologies au Papillon Blanc, donc qui est plus dans le handicap mental. Ce qui est chouette à Cap Game, c'est qu'on essaye d'avoir une diversité de représentations, de s'intéresser à toutes les difficultés, qu'elles soient de l'ordre mental, psychique, sensoriel ou motrice. L'objectif, c'est vraiment de promouvoir l'inclusion dans le jeu vidéo sous toutes ses formes. Donc pour ça, on a plusieurs axes. Le premier axe, évidemment, il s'adresse aux joueurs, c'est d'identifier et de travailler sur des solutions qui leur permettent de favoriser l'accès aux jeux vidéo. Donc c'est beaucoup de veille technologique, c'est notre site web qui permet d'expliquer en bon français des choses qui n'existent des fois qu'ailleurs, sur comment je peux continuer à jouer avec une seule main, quels sont les jeux qui vont m'être accessibles au regard de mes difficultés, etc. Donc ça, c'est notamment une des parties de
de Stéphane de faire du testing de jeux vidéo. Parce qu'un joueur en situation de handicap, souvent il achète son jeu et c'est qu'après qu'il sait s'il peut y jouer ou pas. Sauf qu'il ne peut pas le rendre. Donc c'est 70 €, c'est quitte ou double. Et donc il n'y a pas encore aujourd'hui d'étiquette PEGI qui dit en fonction de vos difficultés, on pourra ou pas jouer à ce jeu vidéo. C'est assez rare que les sites de jeux diffusent les contrôles nécessaires pour pouvoir faire ce jeu. Donc heureusement, il y a beaucoup de let's play. Merci aux youtubeurs et aux streamers. Ça les aide beaucoup à d'abord vérifier si le jeu est accessible avant de l'acheter. Et Stéphane, lui, creuse avec son équipe sur, voilà, je suis en situation de handicap visuel, quelles sont les options que je vais retrouver à l'intérieur de ce jeu pour pouvoir continuer. Donc ça, c'est la partie testing. Et de la partie testing a découlé naturellement un troisième axe qui est le consulting. C'est-à-dire qu'on a des tests de jeux comme God of War. Tout le monde a encensé God of War dans la presse. Et Stéphane il a dit, mais au niveau de l'accessibilité, c'est juste nul, quoi. Et à force de faire du réseautage, l'article de Stéphane est arrivé sur le bureau du développeur de God of War qui a dit « Ah, mais en fait, c'est génial, il y a enfin quelqu'un qui me dit comment je dois faire pour améliorer l'accessibilité. J'y connais rien, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je sais pas de quoi partir. » Donc, on a du coup commencé à travailler avec des studios pour favoriser l'accessibilité dans le jeu vidéo. Et ça va de la base, c'est-à-dire qu'il y a des studios avec qui on est en train de réfléchir pour avoir des bêta-testeurs en situation de handicap. C'est juste la base. Développer des outils ou du game design, de réfléchir aussi bien sur l'ergonomie que sur le game design. Et ça, Jérôme pourrait mieux vous en parler. Et du coup, accompagner les équipes de développeurs, des studios, des créatifs sur ces thématiques-là. Et après, il y en a encore deux, je pense. Il y a la recherche. La recherche, c'est simplement, aujourd'hui, il y a très peu d'études sur qui sont les joueurs en situation de handicap. Donc on est bien embêté quand on veut les aider parce qu'on ne sait pas forcément où mettre la priorité. Donc, et déjà pour nous et pour les studios de dire il y a peut-être bien 20% de personnes en situation de handicap quand même dans la population en général. Beaucoup ont des handicaps invisibles, mais ça ne veut pas dire que c'est gênant. Mais pouvoir hiérarchiser, dire ben voilà, la priorité c'est quand même, si vous voulez toucher un plus grand public, c'est de vous intéresser à des choses simples comme les filtres pour les daltoniens, le remappage des touches, des choses comme ça, et pouvoir un petit peu appuyer ça sur des chiffres et des études un peu fondées. Et il y a un sujet qui explose en ce moment depuis quelques années, c'est l'e-sport. Et on a saisi un peu la balle au bond parce qu'on n'a pas envie de voir apparaître d'un côté les Jeux Olympiques et de l'autre côté les Jeux Paralympiques. On trouve ça franchement dommage. Donc on a réfléchi à des modalités pour créer des tournois inclusifs. Je peux faire une annonce ? Ça va sortir lundi normalement. Mais on a testé l'an dernier à la Paris Games Week le premier tournoi en mode inclusif. Et pour que ça soit vraiment inclusif, on n'a pas fait Andy contre Vali, on n'a pas fait Andy contre Andy. On a fait un tournoi en mode coopératif, c'est-à-dire on se partage les tâches. Donc deux équipes qui s'affrontent et dans chaque équipe il y a une personne Andy, une personne valide qui affronte une autre équipe Andy plus valide. Donc c'est un gros challenge de coopération. On a fait ça à la Paris Games Week et là on va réitérer ça de façon encore plus musclée sur plusieurs licences à la Paris Games Week sur la grande scène. Donc vous serez bienvenus pour voir tout ça. Et la petite anecdote, c'est que l'an dernier, il y a eu quand même un peu de ressentiment à la fin, parce que l'équipe qui a gagné, c'était la seule équipe où il y avait 2 joueurs handicapés dedans. Félicitations, c'est une super initiative en tout cas, je trouve. Et oui. Donc pour ajouter aussi à ce que tu disais, en
En fait, c'est souvent parce qu'on ne... Enfin, on l'a redit de façon diffuse, mais c'est souvent parce qu'on n'est pas concerné qu'on fait que des gens font des jeux où l'accessibilité est limitée. Et on aurait même tendance à mettre des œillères à un moment donné en disant « bon, c'est pas grave, en fait, on verra plus tard ». Et de ne pas penser les jeux vidéo directement de sorte à inclure le maximum de personnes. Ça va du mapping des touches, ça va de la façon dont le jeu apparaît visuellement, ça va au niveau des sous-titres. Tu parlais du CVA qui a permis à l'industrie de se dire « ah oui, mince, on est un peu à la bourre sur tout ce qui est speech to text ou text to speech, le fait de parler et que ça se traduise au niveau de chat à l'écrit, c'est des trucs super importants en fait, qu'au niveau gouvernemental, public, les institutions publiques mettent un peu leur grain de sel pour forcer les choses. Ça peut aller dans plein d'autres sujets, je pense que c'est vachement important et je vais rajouter que même si c'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui, moi je travaille chez Ubisoft. Et notamment sur toute la partie, je fais partie du département responsabilité sociétale et on travaille de façon ponctuelle, voire de plus en plus régulière avec Capgame et aussi avec d'autres organismes à l'international pour faire en sorte que nos jeux soient beaucoup plus accessibles. Super. Et c'est vrai que en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas logiquement et que Ubisoft c'est une grosse société, il y a plein de gens qui créent des jeux et de se dire hey, les gars, rappelez-vous qu'il y a ça, qu'il y a les personnes qui sont colorblind, daltoniens et de faire en sorte que eux aussi peuvent jouer et de faire en sorte qu'aussi qu'il y ait des modes facile. D'ailleurs, j'avais vu la présentation pendant le Game Camp qui parlait de difficultés dans les jeux vidéo. Le fait qu'un jeu vidéo soit par défaut difficile et qu'on dise les autres, tant pis, Sekiro, Shadow Die Twice, c'est extrêmement difficile, c'est comme ça. Quand tu as mis 60 € dedans et que tu te rends compte que en fait, tu as ouvert ta boîte et le jeu il est inaccessible pour toi et que tu n'as pas de mode facile, c'est 60 € à la poubelle. Et on te dit, désolé, tu as potentiellement piraté le jeu, donc tu ne pourras pas le ramener. C'est un petit peu dommage, quoi. Et le fait qu'il y ait un mode facile dans les options ou un mode auto-guidé, où on appuie sur un bouton, le personnage il avance tout seul et il frappe tout seul, pour plein de personnes, pour plein de joueurs, ça les permet aussi de jouer. Prenez l'exemple de Mario Kart, où il y avait ce mode auto-guidé, où même les bords, on n'a plus la possibilité de tomber lors des précipices. Ça aide un nombre de joueurs incroyable de pouvoir se dire, moi aussi je peux jouer en fait, je peux être comme tout le monde, et j'ai pas toutes ces barrières qui se mettent artificiellement face à moi. Et voilà, je pense que c'est important qu'on réfléchisse à tout ça quand on crée des jeux. Ok, super. Oui, de toute façon, l'expérience, la plupart du temps, c'est une méconnaissance du public du fait de savoir qu'il y a des joueurs en situation de handicap qui sont joueurs aussi. Parce que pour avoir rencontré pas mal de développeurs, effectivement, souvent, c'est quand ils se retrouvent confrontés aux joueurs et aux difficultés qu'ils vont avoir par rapport à leur jeu, souvent sont un peu perdus parce que je ne savais pas qu'il y avait ce type de joueurs, pour la petite histoire, pour avoir rencontré le studio Rebellion sur le jeu Sniper. Le responsable qualité qui s'assure que tout le monde puisse jouer à son jeu, quand il s'est retrouvé face à notre groupe de joueurs avec les difficultés qu'on a eues, j'avais pas conscience, je suis passé totalement à côté. Donc c'est pour ça que notre travail depuis ces 2 dernières années, ça a été beaucoup de la sensibilisation. C'est juste de dire ces joueurs existent et qui de plus en plus d'ailleurs se mettent en avant, heureusement. Mais c'est essentiellement ça, c'est de la méconnaissance. Il y a des choses très simples qui peuvent être faites pour aider déjà à la base. On parlait des filtres daltoniens où on va juste changer des couleurs et qui prennent pas tant de temps. Ubisoft, pour en avoir discuté sur les sous-titres, le fait de mettre un fond à l'arrière, ça a pris quelques jours de travail sur des grosses licences et pourtant ça aide énormément. Surtout que généralement ça aide bien au-delà de la cible. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui vont jouer sans le son parce qu'il y a bébé qui dort derrière ou des choses comme ça vont utiliser. Donc il y a plein de choses à faire. Quelqu'un qui ne va pas forcément savoir lire correctement, le fait de mettre des icônes ou de mettre des images dans les menus, c'est des choses qui sont très peu coûteuses et qui vont pouvoir élargir beaucoup l'accessibilité du jeu. Donc voilà, on a bon espoir. Maintenant, quand on voit des jeux comme le dernier Gears 5 avec pas mal d'options d'accessibilité, on se dit que ça commence à rentrer un peu dans les mœurs, mais ces dernières années, c'était beaucoup de travail de sensibilisation. Ouais. Et justement, pour rebondir là-dessus, donc ce qu'on peut remarquer, c'est que la prise de conscience de ce manque d'accessibilité de certains jeux, ça peut mener à des innovations. Est-ce que vous pouvez peut-être aborder justement ce que vous avez pu mettre en place au sein de Capgame pour pallier à tout ça? Quelles sont les innovations que vous avez pu apporter dans ce domaine? Alors,
Handicap Game n'a pas forcément directement développé d'innovation. Parce qu'au début, c'était un objectif. On s'était dit, il faut qu'on s'y mette, qu'on relève nos manches et qu'on crée des choses. Et en fait, en creusant bien, on s'est aperçu qu'il existait soit dans le milieu spécialisé, soit dans le milieu grand public, des outils qui permettaient déjà de répondre à pas mal de situations. Et puis, on va faire le distinguo entre des gens qui ont, par exemple, quelqu'un qui a un handicap mental ou visuel, ça va être très difficile au niveau à notre niveau de pouvoir faire quelque chose. Si c'est pas pensé en amont, si c'est pas pensé dans le jeu, au moment du développement, on ne pourra pas faire grand-chose derrière. On ne peut pas rajouter un filtre daltonien après coup, ou un zoom, ou des choses comme ça. C'est assez compliqué. Finalement, il n'y a que dans le handicap moteur qu'on va pouvoir plus facilement ajouter des périphériques qui vont être soit, alors dans les manettes, on peut se représenter facilement quelqu'un qui a une manette de type arcade, alors qu'il a des mouvements qui sont difficiles à contrôler, qui a plus de préhension fine et des choses comme ça, va pouvoir être plus à l'aise avec quelque chose qui ressemble à une manette arcade, avec pourquoi pas des contacteurs au niveau des pieds. On va pouvoir utiliser aussi des commandes vocales à l'intérieur du jeu, que ce soit sur PC ou sur console, on a des outils qui permettent de le faire, et ça c'est assez sympa. Il y a aussi Microsoft qui a beaucoup aidé à ouvrir des écoutilles de chacun là-dessus avec l'Adaptive Controller, donc une manette, une sorte de hub qui permet d'accueillir tout un tas de dispositifs pour les personnes en situation de handicap. Je pense vraiment que ça a aidé à ce qu'on se dise, ah mais oui, mais en fait, comment on peut faire pour aider ces personnes-là, ne pas les exclure, quoi. C'est pas une innovation en soi parce que ça existait déjà, mais le fait que ça soit en termes de communication surtout, fait par Microsoft, ça a donné une force dans la communication et dans l'impact de la prise en compte du problème par d'autres personnes qui est énorme, ça c'est sûr. Et ils ont aussi, au-delà de cette manette, réfléchi dans la Xbox, par exemple, à mettre un mode copilote, ce qui nous permet, par exemple, dans les tournois, de faire des tournois inclusifs de ce type-là, où on peut, même si on a un handicap moteur sévère et qu'on ne peut pas gérer tous les contrôles parce que c'est trop complexe, on est dans un FPS, il faut tout gérer à la fois, partager les tâches et du coup participer au jeu sans forcément devoir tout gérer et collaborer avec une autre personne. Et ça, c'est vrai que c'est assez sympa quand on a ce genre d'options qui arrivent dans les consoles directement. On a de plus en plus d'options et dans les jeux et aussi au sein de la console qui permettent de favoriser l'accès pour tous. Maintenant, pour tous, c'est pas forcément que les situations de handicap. Pouvoir remapper ces touches, 10% de la population est gauchère. Il y a plein de gens qui sont venus me voir en disant c'est quand même génial parce que moi j'y arrive pas. Une manette pour droitier, je m'en sors pas. Et là, je peux jouer comme un gaucher, c'est génial. Merci beaucoup en tout cas pour cette première table ronde. Là, on commence à approcher de la fin. En tout cas, c'est ce qu'on m'indique. Donc, est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot ou est-ce que vous voulez répondre peut-être à des questions du public, s'il y en a? Non? Où ça? Ah oui. Merci. Merci. Je ne sais pas si on m'entend bien. Vous m'entendez bien? D'accord. Nathalie a dit qu'elle aimait jouer pour s'évader. Moi, il y a un jeu auquel je joue pas mal en ce moment, c'est The Elder Scrolls Online, donc c'est un MMORPG. Contrairement à Skyrim, dans lequel les oppressions raciales, les haines raciales étaient assez fortes, dans Tezo, le jeu est beaucoup plus tolérant entre les différentes cultures, etc. Donc moi, je me demande, du point de vue des joueurs, dans votre position de gens qui réfléchissent aux jeux vidéo, qui jouent aux jeux vidéo, est-ce que vous pensez que c'est plus intéressant d'avoir un jeu qui va mettre des éléments narratifs, des personnages issus de minorités en situation de handicap, sans traiter ces questionnements-là? Juste on les met, comme vous dites, on les traite comme personnages avant de les traiter comme minorités? Ou est-ce que ce serait plus intéressant de justement essayer de faire de l'éducation par le jeu vidéo, de mettre des personnages en situation de handicap ou issus de minorités, en mettant derrière un message pour les joueurs qui justement ne sont pas issus de ces minorités, pour essayer de les éduquer en fait?
Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure avec le fait que tu peux pas mettre du sexisme sans parler de sexisme, c'est-à-dire en fait, le plus important, c'est ce que les développeurs veulent dire avec leur jeu. C'est-à-dire que si le but du jeu le but, entre guillemets, si un des thèmes de The Elder Scrolls Online, c'était le racisme, effectivement, voir des races de joueurs se faire maltraiter par les PNJ et se faire mettre à l'écart ou ne pas avoir accès à certaines quêtes, par exemple, ça aurait été un message assez fort et ça aurait été une forme d'éducation, entre guillemets, en mode, regardez, il y a du racisme, c'est tellement pas bien que ça vous empêche de faire des quêtes. Mais au final, ce genre de truc, c'est assez c'est assez facile, encore une fois, de dire oh là là, il y a du racisme et le racisme, c'est pas bien. Et en fait, comme je le disais, malheureusement, ce genre de truc, mettre du racisme dans un jeu, si vous voulez juste dire le racisme, c'est pas bien, tout le monde est au courant, je pense, maintenant. Je m'avance peut-être, mais en 2019, je pense qu'on sait que le racisme, c'est pas bien. Et du coup, au final, les personnes concernées par le racisme, qui le vivent déjà tous les jours, elles vont arriver dans un jeu, elles vont se dire putain, encore un jeu avec du racisme dedans. Ça va rien leur apprendre, ça va pas les éduquer, ça va pas les faire se sentir mieux. Et les seules personnes qui vont être éduquées, entre guillemets, c'est éventuellement les 2-3 mecs qui vivaient dans une grotte et qui étaient pas au courant, en mode ah ouais, c'est vrai que le racisme, c'est pas bien en fait. Mais au final, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? C'est ça la grosse question. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un message qui dit le racisme, c'est pas bien ? Si c'est pour pas aller plus loin que ça, je pense en vrai que si le but du jeu, si un des gros thèmes du jeu de base, c'est pas le racisme, et que si ça n'a pas été réfléchi avec des personnes concernées et vraiment pensé pour transmettre un message plus subtil et plus intéressant que le racisme, c'est pas bien, je pense pas qu'on ait besoin d'avoir un devoir d'éducation des joueurs en mettant du racisme pour dire oh là là, regardez, c'est pas bien, genre si vous jouez un elfe noir, du coup tous les Argoniens vont les détester, ou tu vois, des trucs comme ça. Ça me paraît vraiment pas intéressant. C'est pour ça, c'est une question super intéressante. Je pense qu'il y a plein de développeurs qui se posent la même question que toi, en mode tiens, on a un jeu, c'est un jeu de guerre, est-ce qu'on met des femmes ? Non, parce que c'est pas historiquement accurate, puis il y a le sexisme et puis machin. En vrai, ça dépend juste, je pense, du thème du jeu. Si le but dans leur jeu, c'est de dire regardez, en temps de guerre, le genre n'a plus d'importance, l'âge n'a plus d'importance, la seule chose qui compte, c'est la personne que vous êtes. Dans un jeu avec un thème comme ça, c'est super intéressant de mettre justement des personnages noirs, des femmes, des personnes handicapées et tout, parce que tu montres que peu importe qui ils sont et les spécificités, c'est pas ça qu'on regarde. Ce qu'on veut dire à la fin, c'est que la guerre, ça touche tout le monde de la même façon ou avec des différences et tout ça. Ça peut être un message intéressant. Et là, ouais, ça peut être intéressant de mettre un peu de sexisme ou de racisme, mais c'est vraiment la façon dont ça va être fait qui va être capitale. Et pour bien faire ça, honnêtement, le seul moyen, c'est d'être vraiment avec des concernés. Je dérive beaucoup, donc je vais recentrer, mais ouais, je pense que les jeux vidéo peuvent faire un espèce de devoir d'éducation, entre guillemets, mais il faut vraiment que ce soit bien fait et que ce soit de base dans le jeu. Il faut que ça ait un sens, en fait. Il faut que ça soit prévu pour être là. Sinon, je pense sincèrement pas que c'est indispensable. Le mot de la fin ? Je pense, pour compléter la réponse, qu'il faut aussi pas forcément se poser comme celui qui va décider cette question. Par exemple, dans la Xbox, au niveau des avatars, ils ont rajouté des avatars qui sont des personnes représentatives de personnes en situation de handicap. Mais elles sont là, c'est pas une obligation. C'est-à-dire, on peut choisir en tant que joueur en situation de handicap d'assumer cette position et de choisir un avatar comme ça. Ou au contraire, on a envie de s'évader et de fantasmer autre chose et choisir un avatar qui n'a rien à voir avec la condition dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Moi, si je joue un jeu vidéo, mon avatar, il sera plus musclé que je le suis dans la vraie vie. Mais c'est peut-être aussi pas forcément à nous d'imposer un choix. Je sais que quand on construit un jeu vidéo, il y a forcément des choix et des visions. Mais c'est bien aussi de laisser le choix à la personne de vivre son expérience à sa manière. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Là, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être je te propose de leur poser les questions une fois qu'on aura pu couper, parce qu'on doit vraiment pouvoir enchaîner. On nous a fait des gros signes avec des croix et tout. Voilà. Si on reste là, si vous êtes d'accord, je vous propose d'être accessible pour le public. S'il y en a d'autres qui ont des questions ou des remarques ou ce genre de choses. On sera juste là, ici, là. Voilà, juste là. Merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir assisté à cette table ronde et merci aux intervenants. C'était vraiment super.